petit peu en avance de 3 minutes, hein, mais bon, je pense que ça ne choquera personne. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Nicolas Grimal, qui a toujours été un fervent défenseur des travaux que je mène avec mon équipe à la Branda, et qui me fait l'honneur aujourd'hui de m'inviter à participer à ce cycle de conférences de l'Institut de France, et de me donner ainsi l'occasion de vous parler d'un site, la Branda, et de sa région, la Carie, qui sont encore trop méconnus du public. Et pourtant, l'étude de la Branda et de la Carie, donc une région qui se trouve... On peut enlever le masque ? Parfait, merci beaucoup. Oui, donc comme je disais, pourtant, ce site de la Branda et sa région, la Carie, qui se trouve au contact des mondes grecs et orientaux, offre une opportunité unique d'appréhender les phénomènes d'interaction culturelle dans l'Antiquité. Cette étude permet notamment de revenir sur le phénomène de l'hellénisation de peuples non grecs, hellénisation où les analyses encore très manichéennes tentent à voir l'expression de la domination d'une culture forte, acceptée ou forcée, sur une culture faible. Or, il me semble qu'il pourrait exister une troisième voie, celle d'un opportunisme politique mis au service d'un agenda local, à l'opposé des conceptions hellénocentriques auxquelles nous nous sommes habitués. Et c'est donc à une enquête à la fois archéologique et historique que je vous convie aujourd'hui. Et puisque, comme dans toute enquête, nous aurons à juger des faits et des mobiles de chacun des acteurs, permettez-moi de commencer mon propos en dressant à grands traits une esquisse du théâtre des opérations où nous conduirons nos investigations. La Carie est une région qui se situe dans le sud-ouest de l'Asie mineure, donc comme je le disais, au contact du monde égéen grec et du monde oriental anatolien. Cette région est limitée au nord par la grande vallée du Méandre et à l'ouest et au sud par la côte de la mer Égée. Les Cariens ne sont pas totalement des inconnus, puisque dès le milieu de l'âge du bronze, on repère des mentions de Karkia, dans les textes cunéiformes hittites. On retrouve les Cariens quelques siècles plus tard, chez Homère, lorsqu'il dresse la liste des alliés des peuples orientaux qui sont venus soutenir et défendre la ville de Troie. Alors, l'histoire politique de la Carie commence vraiment, on commence, nous, à avoir beaucoup d'informations à partir du VIe siècle. À cette période, l'intégralité de l'Anatolie et jusqu'aux côtes de l'Asie mineure est conquise par le pouvoir perse. La Carie est alors englobée dans une grande satrapie, vous savez, ces satrapies étaient cette division administrative de l'Empire perse, une grande satrapie qui réunissait les vieilles régions d'Ionie, de Lydie et de Carie. Alors, de manière tout à fait intéressante, cette période des 6e et des 5e siècles, qui marque en fait la domination perse en Carie, est une période pour laquelle nous avons énormément d'informations qui concernent la culture matérielle carienne. Et donc on sent assez peu la prégnance du pouvoir perse. Cette culture matérielle carienne s'exprime à travers différents médias, notamment la frappe de beaucoup de monnaies, par l'établissement d'agglomérations qui se caractérisent par des occupations de sommets rocheux, de pics rocheux, mais aussi par une organisation concentrique révélatrice d'un système politique local très hiérarchisé. Hiérarchisé car on trouve à la tête de chacune de ces agglomérations un chef de guerre ou une chef de guerre dont on a quelques noms dans les sources littéraires et principalement chez Hérodote. La Carie se caractérise aussi à cette période-là par le développement et l'utilisation d'une écriture locale et d'une langue locale, le carien. Alors, tout cela marque en fait l'existence d'une zone, d'une région qui ressemble un petit peu à une mosaïque, mosaïque de principautés indépendantes les unes des autres,
mais qui n'en ont pas pour moins un fond identitaire commun. Preuve en est l'existence d'un certain nombre de sanctuaires locaux, comme celui de Zeus-Karios, qui se trouve au cœur de la région carienne, à Mylassa, et qui se traduit comme le Zeus des Cariens, et qui était commun à l'ensemble de ces communautés locales. Alors, tout cela va changer au tout début du 5e siècle avant Jésus-Christ. Pour des raisons d'ordre géopolitique que je n'expliquerai pas, le grand roi perse décide de réorganiser les satrapies occidentales, et au cours de cette réorganisation, il va diviser cette grande satrapie de Lydie en 3 satrapies distinctes, respectant ainsi les anciennes frontières culturelles de cette partie de l'Asie mineure. Donc une satrapie de Ionie, une satrapie de Lydie et une satrapie de Carie. Ce qui est tout à fait intéressant dans cet épisode de l'histoire carienne et de l'histoire de l'Empire perse, c'est que, au lieu de nommer un proche, le grand roi décide de nommer un dynaste local du nom d'Hécatomnos, dynaste de Mylassa. Alors, vous n'avez probablement jamais entendu parler d'Hécatomnos, dynaste de Mylassa, mais je pense que vous avez tous entendu parler de son fils aîné, Mosol, le fameux concepteur de cette grande tombe monumentale à Halicarnasse, qui était inscrite sur la liste des 7 merveilles du monde antique. Cette transformation politique va provoquer un séisme au sein de la communauté carienne, car les Hécatomnides vont saisir cette opportunité, une opportunité politique, une opportunité aussi économique, pour procéder à de très profondes transformations de cette société carienne. L'une de ces plus importantes transformations est probablement l'abandon pur et simple de la langue carienne. Les dynastes cariens, étant eux-mêmes cariens, mais satrapes de l'Empire perse, vont adopter la langue grecque et l'écriture grecque, comme vous pouvez le voir ici sur une des toutes premières monnaies émises par Hécatomnos en tant que dynaste, et au-dessus, il s'agit d'un décret qui a été pris par Mosol et sa femme Artémisia. À côté de la langue, les Hécatomnides vont s'efforcer de développer l'urbanisation de la région carienne en fondant ou en refondant un certain nombre d'agglomérations qui porteront le nom de cités, ces agglomérations qui se caractérisent par la construction de remparts, de théâtres, d'agoras, de bouleterions, et donc l'adoption en fait de cités de modèles grecs. Et qui dit cité de modèle grec dit aussi nouvelle organisation politique, telle qu'on peut la percevoir à travers un certain nombre d'inscriptions. Vous avez ici un décret qui émane de la cité de Mylassa et qui se définit comme étant une police qui dispose d'une curie, d'une ecclesia curiae, donc d'une assemblée politique de citoyens, et qui mentionne notamment Mosol, non pas comme le satrape, alors en introduction on a le satrape, mais qui mentionne Mosol comme étant le patron de cette cité, le bienfaiteur, à la grecque. Alors, comme vous pouvez le voir, cet abandon soudain des traits culturels cariens est particulièrement marqué, et elle a amené un certain nombre de savants à porter des jugements très durs sur cette action des Hécatomnides. Et vous avez ici par exemple Stéphane Ruzicka qui nous dit que la domination hécatomnide de Carie marque le début de la fin de l'histoire carienne. Et il est vrai que le même sentiment a dû être partagé par un certain nombre de cariens, et notamment de personnes qui appartenaient à l'aristocratie carienne. Vous avez au Louvre une série de textes qui mentionnent un certain nombre d'actions portées par cette aristocratie locale contre le pouvoir hécatomnide.
À gauche, Arlysis, qui était un ambassadeur carien envoyé auprès du grand roi perse, cherche à tromper Mosol ou à doubler Mosol auprès du grand roi. Le grand roi décide de l'exécuter. Les fils de Peldémos voient également tous leurs biens confisqués pour avoir porté atteinte à l'image d'Hécatomnos, en fait probablement à une statue d'Hécatomnos qui personnifiait l'homme politique. Et enfin, un certain Manitas est exécuté sur le champ par Mosol lui-même alors qu'il tentait de le tuer lors d'un festival qui se déroulait à Labranda. Car à côté de ces nombreuses réformes d'urbanisme, politique, économique, eh bien, on assiste aussi à une recomposition du paysage religieux carien avec l'introduction, notamment dans la monnaie dynastique des Hécatomnides, d'une nouvelle divinité. Il s'agit ici de Zeus Labrandos. Alors ce Zeus Labrandos, il est tout à fait intéressant puisque c'est un Zeus local, c'est un Zeus carien, et cette caractéristique locale est notamment marquée par cette double hache qu'il porte sur l'épaule droite, mais il s'agit d'un dieu qui est hellénisé très fortement, il est très clairement habillé à la grecque. Et l'introduction et la création de ce nouveau culte dans le panthéon carien prendra racine de manière très forte, puisqu'on retrouve cette expression du culte sur les monnaies jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ, et on remarque aussi que cette double hache de Zeus Labrandos devient un peu le signe de ralliement de la communauté carienne, symbole de cette culture carienne qui sera conjuguée sur de nombreux médias. Vous avez ici une stèle, un petit autel, un fragment de lampe à huile, une brique avec un Zeus Labrandos tout à fait stylisé et une stèle ici à droite. Alors, ce sanctuaire de Zeus Labrandos devient très connu dans l'Antiquité. On en trouve la mention chez plusieurs auteurs, parmi lesquels certains sont plus fameux que d'autres, Hérodote notamment, mais aussi Plutarque, Strabon ou encore Élien. Alors venons-en à ce site de Labranda et à ce sanctuaire de Zeus Labrandos. C'est un sanctuaire qui est isolé, qui est localisé au cœur des montagnes du Latmos, à un peu plus d'une quinzaine de kilomètres au nord-est de la ville de Mylassa, de la cité de Mylassa, berceau des Hécatomnides. Alors ce site a attiré d'abord les voyageurs du XIXe siècle, puis les archéologues du XXe siècle, et il fait l'objet de campagnes de fouilles récurrentes depuis 1948. Alors, le site est loin d'avoir été complètement fouillé, heureusement pour nous, ça nous laisse un peu de travail, mais on le connaît assez bien. Il s'agit d'un petit site de taille tout à fait modeste, qui mesure, disons, entre 150 et 180 mètres d'est en ouest et autour de 120 mètres du nord au sud. Grâce à l'archéologie, nous voyons l'impact des Hécatomnides sur ce site de Labranda. À la toute fin du Ve siècle, nous estimons que le site de Labranda devait ressembler à ça. Ne tenez pas compte des traits noirs, uniquement des traits rouges. C'est-à-dire un petit sanctuaire composé d'un temple relativement modeste, Distylinantis, bordé d'un petit mur de terrasse, et terrasse à laquelle on accédait grâce à la présence d'une porte monumentale. En quelques décennies, Labranda va passer de ce statut de sanctuaire modeste, local, à celui d'un sanctuaire régional, dynastique. Et vous voyez en rouge ici l'ensemble des travaux qui ont été menés par les Hécatomnides, et en particulier par Mosol et Hydrius en, disons, 3 décennies. Les Hécatomnides commencèrent par construire de très grandes terrasses, près de 30 000 mètres carrés de terrasses, plus les remblais qui les accompagnent,
alors qu'on est à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer, très éloigné des premiers centres urbains. C'est déjà une prouesse qu'il faut souligner. Ensuite, ils vont peupler ces terrasses d'un certain nombre de bâtiments plus imposants et plus majestueux les uns que les autres, à commencer par l'entrée du site, avec la construction non pas d'une porte monumentale, mais de 2 portes monumentales, au sud ici et à l'est. Vous voyez, distil in antis, et les dynastes hécatomnides ont eu la bonne idée de signer la plupart de leurs bâtiments, ce qui nous permet de les dater de manière très précise. Vous avez ici la restitution de la dédicace d'Hydrius sur l'architrave du bâtiment. Hydrius, fils d'Hécatomnos, Milasien, a dédié cette porte à Zeus Labrandos. À proximité de cette fontaine, de cette porte monumentale, on trouve une fontaine juste à l'est de la porte sud, encore une fois une fontaine monumentale, Tetrastylinantis, qui elle aussi porte la dédicace d'Hydrius, qui répète encore une fois, Hydrius, fils d'Hécatomnos, Milasien, a dédié cette fontaine à Zeus Labrandos. Si l'on monte d'une terrasse, on s'aperçoit qu'à la même période, les Hécatomnides construisent 2 grands ensembles qui sont marqués par d'importantes stoas, de grands portiques de plus de 40 mètres de long. Chacun de ces portiques, au sud et à l'est, abrite une série de pièces mitoyennes qu'on appelle des andrones. Ces andrones sont en fait caractérisés par leur plan. Et là, il faut que j'ouvre une petite parenthèse parce que cette notion d'androne et de banquet aura son importance dans la suite de ma présentation. Les andrones sont en fait des salles de banquet. La salle de banquet est construite afin de recevoir le symposium. Et le principe du symposium consiste en une égalité parfaite entre chacun des convives. Ainsi, chaque convive doit être installé sur une banquette identique à toutes les autres, dans le même sens que tous les autres, c'est-à-dire appuyé sur son coude gauche, afin qu'il puisse se servir sur la table qui se trouve en face de lui avec la main droite, et interdit qu'une banquette se trouve aménagée de telle manière à ce que le convive ait la tête coincée entre, d'un côté, un bout de mur et de l'autre, les pieds de son voisin. Et donc cette organisation que j'ai schématisée ici imprime un plan asymétrique à ces salles de banquet. Et c'est ici une des caractéristiques qui nous permet à nous archéologues de reconnaître aussi la salle de banquet, c'est de voir une pièce de forme plutôt carrée, mais avec une porte désaxée, placée sur le côté. On y reviendra. Si on monte encore d'une terrasse, on arrive à la grande terrasse du temple, temple qui a été entièrement repris à l'époque hécatomnide. On lui a ajouté une grande plateforme qu'on a dotée d'un périptère, et Hydrius, une fois encore, n'a pas manqué de dédier ce bâtiment à Zeus Labrandos. Je vous fais l'économie de lire cette dédicace. Derrière ce bâtiment, une des constructions les plus belles probablement de la Branda, il s'agit du bâtiment des oikoi, ainsi identifié grâce, encore une fois, à la dédicace d'Hydrius, un bâtiment Tetrastylinantis, encore une fois à la grecque, qui présente la particularité d'abriter sous un porche commun 2 pièces asymétriques et pour lequel on dispose de la dédicace intégrale, contrairement aux autres qui sont relativement fragmentés. Mais ce ne sont pas ici les bâtiments les plus importants du site de la Branda. Mosol et son frère Hydrius ont également érigé 2 bâtiments absolument exceptionnels, uniques dans le monde grec, voire anatolien. Il s'agit des grands andrones de la Branda. Le premier, le plus ancien, est celui de Mosol. Il s'agit d'un grand bâtiment Distylinantis
mais qui dépasse en taille, comme vous pouvez le voir ici, très largement les dimensions même du temple. Un bâtiment qui est ici, comme vous le voyez, dédié par Mosol lui-même. Et son frère Idrius, probablement de manière concomitante, construit sur la terrasse du temple à côté des oikoi le même bâtiment qui adopte un plan pratiquement identique à celui de son frère, bien mieux conservé comme vous pouvez le voir sur cette image, avec ses façades monumentales, disent-ils in antis. Le bâtiment fait en gros 22 mètres de long sur près de 12 mètres de large. Alors, comme vous le voyez, je vous ai parlé des grandes, profondes transformations au niveau de l'urbanisme, où on adopte un peu la cité de modèle grec, au niveau de la langue, où on abandonne le carien au profit du grec, au niveau même de l'iconographie du Panthéon, où on va habiller des Zeus locaux à la grecque. Et comme vous le voyez ici à travers la Branda, nous apprenons aussi que l'architecture carienne devient une architecture grecque. Et l'un des plus beaux exemples de cette architecture grecque, c'est probablement la façade du temple et les détails architecturaux de ce temple, probablement érigé à l'aide de l'architecte Pythéos, très très fameux architecte ionien. Mais à y regarder de plus près, il s'agit en fait probablement du seul bâtiment qui réponde vraiment aux exigences de l'architecture grecque. Quand on reprend les détails de l'architecture de certains bâtiments cariens, on est étonné de voir un certain nombre de singularités. Prenons par exemple la façade des oikoi. Vous voyez cette belle façade grecque d'ordre dorique qui se caractérise bien entendu par donc, ces longs fûts sans base, le chapiteau dorique, l'architrave dorique qui porte ces fameuses gouttes et cette règle, mais on est surpris d'assister en fait à une erreur dans l'organisation de l'architecture avec cette absence dans la frise des triglyphes et des métopes qui doivent rythmer cet ordre dorique. Plus encore, si on revient sur l'architecture de la façade de ces andrones, de ces fameux andrones de Mosol et d'Idrius, on s'aperçoit que les cariens sont allés encore plus loin. C'est-à-dire qu'ici, ils sont allés jusqu'à composer avec deux ordres différents. Ici, on voit une colonnade ionique caractérisée par ces fameuses bases ioniques, colonnes et chapiteaux à volutes, mais qui soutient cette fois-ci un entablement dorique composé de ces architraves doriques typiques portant des gouttes et des règles, et on retrouve ici la frise comme on le devrait dans l'ordre ionique, frise composée de triglyphes et de métopes en alternance. Alors, ces singularités architecturales ont été assez durement jugées par les savants jusqu'à récemment. Ainsi, Tomlinson nous parle d'une mauvaise interprétation barbare de l'architecture grecque. Linders et Hellström nous disent qu'effectivement c'est une architecture grecque, mais qui est promue par cette espèce de culture barbare indigène qui a mal compris ce qu'était que l'architecture grecque, etc. Cependant, si on continue à analyser ces façades en détail, on remarque que les cariens, ici Mosol en l'occurrence, ne fait pas uniquement référence au monde grec dans l'organisation de son architecture, mais on peut y trouver d'autres influences. Et j'attire votre attention sur la présence de ces sphinx, ces deux sphinx qui ornent la façade en position d'acrotère. Ces sphinx, on les a retrouvés en fouille en 1953, un très beau, pratiquement entier, l'autre beaucoup plus fragmenté. Mais ces sphinx tranchent très nettement avec le sphinx grec qu'on retrouve dans l'architecture monumentale du monde grec, qui se caractérise par en fait un caractère féminin. Ici, on assiste en fait à la création d'un sphinx mâle, barbu, portant le polos,
un sphinx dont on aurait bien du mal à trouver un élément de comparaison dans le monde grec, voire même dans le monde anatolien. En fait, pour trouver un sphinx qui ressemble à ce sphinx de la Branda, il faut s'éloigner un petit peu plus vers l'est et aller jusqu'au mur de Persépolis, le palais de l'Empire perse, où on retrouve en fait pratiquement une copie conforme du sphinx de la Branda. Mais continuons cette analyse. Puisqu'il s'agit d'un androne, et puisque je vous ai parlé de l'organisation des andrones, eh bien, on devrait retrouver une telle organisation en regardant le plan de ces bâtiments. Or, on est surpris de voir un plan parfaitement symétrique, à tel point que les premiers découvreurs qui arrivèrent à la Branda au XIXe siècle étaient persuadés d'avoir découvert le temple de Zeus, Distylénantis monumental. Or, les fouilles ont mis au jour ces fameuses dédicaces que je vous ai recopiées en haut, et vous voyez que ces dédicaces mentionnent bien que ces bâtiments sont des andrones. Alors peut-être les Cariens connaissaient-ils mal l'organisation que devaient avoir les andrones, ce qui serait un petit peu contradictoire avec ce qu'on a vu tout à l'heure. D'autant plus qu'on a des images de dynastes cariens. Je prends ici l'exemple du grand sarcophage récemment découvert dans la ville de Mylas, la ville moderne de Mylassa, où on a une représentation d'un banquet funéraire au centre duquel on trouve le dynaste carien. Alors il y a une grande discussion pour savoir s'il s'agit de Mosol, d'Hécatomnos ou de son frère Andrieux, peu importe, mais on voit très bien qu'il adopte une position vraiment typique à la grecque, appuyé sur son coude gauche et avec le bras droit libéré. Donc la question que nous nous sommes posée était d'essayer de confirmer le fait que ces bâtiments étaient bien des andrones. Et il y a plusieurs éléments qui sont nécessaires. Et le premier étant en fait l'existence d'une plateforme qui ferait le tour des murs, plateforme qui servait en fait à recevoir les banquettes. Une fouille du bâtiment en 2014 a mis au jour l'existence de cette plateforme, alors certes très abîmée, mais on en voit de très beaux éléments conservés. Donc ça veut dire qu'il s'agit bien d'un androne. Comment concilier cette apparente contradiction d'un androne qui reçoit un symposium avec un plan symétrique? Eh bien, la seule manière d'arriver à concilier ces deux éléments, c'est de réorganiser les banquettes à l'intérieur du bâtiment. C'est-à-dire que si on veut un plan symétrique, il faut une organisation symétrique des banquettes. Ainsi, les personnes, les convives qui s'assoient à gauche de l'entrée seront allongés sur le coude gauche et auront leur bras droit libre pour pouvoir se servir. Tandis qu'à l'inverse, les personnes à droite de l'entrée seront allongées sur leur coude droit et se serviront de leur main gauche pour se servir. Cette organisation a une conséquence supplémentaire, c'est que l'ensemble des convives a la tête tournée vers le fond du bâtiment. La deuxième chose, c'est que lorsqu'on calcule la dimension de chacune de ces banquettes, afin qu'on ait un nombre exact de banquettes le long des murs, on s'aperçoit qu'une banquette contre le mur du fond est beaucoup plus large que toutes les autres. Il s'agit donc d'une banquette plus importante, où devait probablement siéger un personnage plus important vers lequel se concentraient tous les regards. Le bâtiment ayant été dédié par Mosol, on imagine, bien entendu, qu'il s'agit là de la position du satrape qui reçoit ses convives. Autre particularité tout à fait intéressante, c'est la présence de cette grande niche que vous voyez au fond du bâtiment. Cette niche n'a rien à voir avec une espèce de débarras pour la vaisselle du banquet. Elle est d'abord beaucoup trop grande, elle est aussi beaucoup trop haute, puisqu'elle débute à près de 2 mètres au-dessus du niveau du sol de la pièce. Et on note, en analysant les traces portées par les jambages de part et d'autre de cette niche, des traces d'accroche d'un autre matériau qui semble indiquer qu'en fait, cette grande niche était encadrée par des blocs de marbre. Alors, nous n'avons aucune idée de ce que contenait cette niche, mais généralement, des niches de cette taille, à une telle hauteur, sont destinées à recevoir des éléments monumentaux.
Or, il se trouve que dans le Péloponnèse, on a mis au jour, il y a bien longtemps maintenant, une stèle tout à fait intéressante, la stèle de Thégée. Cette stèle représente, comme vous pouvez le deviner maintenant, puisque vous le connaissez bien, le Zeus Labrandos, avec sa lance dans la main gauche et sa double hache dans la main droite, encadré par un couple d'individus, une femme à droite, à sa droite, et un homme à sa gauche. Et pour nous aider un petit peu plus, le concepteur de la stèle a gravé les noms suivants: Zeus, Hydrius et Ada. Alors, on ignore complètement pourquoi cette stèle se trouve à des centaines de kilomètres de la Branda, de l'autre côté de la mer Égée, en plein cœur du Péloponnèse. On imagine qu'il s'agit probablement d'une personne qui est familière du monde carien, qui connaît le site de la Branda et qui a souhaité faire une offrande au Zeus Labrandos et au satrape carien, qui étaient probablement à l'époque, donc Hydrius et Ada. La stèle date de la même période. Et comme vous le voyez, l'organisation est tout à fait intéressante et relativement atypique dans le monde grec, et on imagine que cette niche où on trouve le couple satrapique encadrant le Zeus Labrandos est probablement une image qu'aurait vue le concepteur de la stèle et qu'il a souhaité restituer dans la pierre. Ainsi, nous proposons de restituer dans ces grandes niches des andrones, en fait, une statue de Zeus Labrandos encadrée par le couple satrapique, donc dans l'androne de Mosole par Mosole et Artémisia, et dans l'androne d'Hydrius par, comme ici, Hydrius et Ada. Donc, tout cela nous amène à reconsidérer la fonction de ces andrones. Qu'est-ce que c'était que ces andrones ? Ces andrones, en fait, s'apparentent autant à des salles de banquet qu'à des salles d'audience royale, où le satrape occupe une position centrale, entouré par probablement l'aristocratie de la société carienne. Il représente à la fois physiquement, mais aussi symboliquement, le cœur de cette société carienne. Donc une salle du trône, en quelque sorte. Que vient faire une salle du trône dans un sanctuaire ? C'est la deuxième question que nous nous sommes posée. Puisque depuis le début des fouilles et depuis le tout début des publications qui ont paru sur le site, la Branda a toujours été identifiée avec le sanctuaire de Zeus Labrandos. La Branda et le sanctuaire de Zeus Labrandos et vice-versa. Or, lors de la fouille de ce fameux androne d'Hydrius, nous avons eu la chance de découvrir un bloc de marbre qui appartenait en fait au temple, qui avait été déplacé là pendant l'Antiquité tardive, sur lequel était gravé un texte tout à fait intéressant. Alors, je vous fais l'économie de la lecture du texte entier. Il suffit de dire qu'en fait, ce texte appartient à un dossier épigraphique tout à fait intéressant. Dans le courant du IIIe siècle, la ville de Mylassa et le sanctuaire de Labranda se livrent une bataille juridique, le grand prêtre de Labranda souhaitant obtenir et garantir son indépendance par rapport à la ville de Mylassa. Donc ils font appel au gouverneur macédonien de l'époque, un certain Olympikos. Et Olympikos en réfère au roi, et le roi donne sa décision. Il écrit un courrier à Olympikos, et Olympikos écrit aux Mylasiens. Il s'agit ici en fait de la copie d'une des lettres d'Olympikos aux Mylasiens. Et dans ce courrier, Olympikos dit ceci: « Je confirme la propriété des Mylasiens sur le sanctuaire de Zeus Labrandos, Kaeta Lapanta et tout le reste, dont le territoire autour de Labranda. » Et cette inscription pose problème. Car si Labranda était synonyme de sanctuaire de Zeus Labrandos, pourquoi mentionner ces deux éléments dans une même phrase ? Pourquoi ne pas dire tout simplement, eh bien, le sanctuaire de Zeus Labrandos et son territoire appartiennent à Mylassa. Donc on est retourné voir
les nombreuses inscriptions qui avaient déjà été découvertes dans les années précédentes à la Branda. Et on s'aperçoit qu'il s'agit d'une formule qui est répétée pratiquement systématiquement. On nous mentionne le sanctuaire de Zeus Labrandos et tout le reste, et le territoire, et tout la Branda. Le sanctuaire de Zeus Labrandos et tout le reste, etc. Le topos, ça c'est très intéressant. Le topos, ça veut dire le lieu. Donc le topos de la Branda, ainsi que les taxes, alors les taxes aussi, ça c'est très intéressant, ainsi que les taxes sacrées et les taxes profanes. Or, je vous rappelle que le territoire d'un sanctuaire, c'est un territoire sacré. Donc les taxes levées sur ce territoire sont des taxes sacrées. Et enfin, on nous mentionne le sanctuaire de Zeus Labrandos, le topos de la Branda, le territoire autour de la Branda et l'acropole, et tout la Branda. Donc ça pose problème. Ça remet en cause cette idée que la Branda est en fait un grand sanctuaire dédié à Zeus Labrandos. Alors, même si on relit les sources littéraires, et notamment celles de Hérodote et de Strabon, et qu'on les relit précisément, on s'aperçoit que Hérodote nous dit, alors il nous raconte une histoire qui rappelle en fait les événements qui sont passés à la fin du VIe siècle, au tout début du Ve siècle, lorsque les populations grecques d'Asie mineure alliées aux Cariens se sont révoltées contre les Perses. Et donc les Cariens subissent un sérieux revers sur les bords du Marsyas, non loin du fleuve Méandre. Et Hérodote nous dit que ceux qui échappèrent à cette déroute se réfugièrent à la Branda, dans le sanctuaire de Zeus. Et de la même manière, Strabon nous dit que les Milasiens possèdent deux sanctuaires de Zeus, un donc à Milas, et l'autre, celui de Zeus Labrandenos, ainsi nommé, du village de la Branda. Donc si on essaie de théoriser, de schématiser ce que nous disent les textes, on arrive à ce type de schéma. C'est-à-dire qu'on aurait une entité qui s'appelle la Branda, qu'au sein de cette entité, nous aurions un topos, que le topos contiendrait le sanctuaire de Zeus Labrandos, et que le tout serait entouré d'un territoire double, un territoire composé de terres sacrées et de terres profanes. Alors, toute la difficulté maintenant, pour l'archéologue que je suis, c'est d'essayer de déterminer quelle partie correspond à quoi sur le terrain. Alors, pour le territoire, nous avons entamé depuis 2017 une grande campagne de prospection qui n'est pas terminée, d'où ce grand triangle blanc, puisque c'est une zone que nous n'avons pas commencé à prospecter, mais une grande campagne de prospection, 10 km autour du site, de manière un peu lâche compte tenu de la topographie, mais de manière beaucoup plus serrée tout autour du site de la Branda. Dans le courant de cette prospection, nous notons effectivement des éléments qui laissent à penser l'existence de terres sacrées. Alors la photo est très mauvaise, mais je ne sais pas si vous voyez cette double hache gravée sur un énorme rocher qui se trouve au centre d'un champ gigantesque et qui probablement marque ici la propriété de ce morceau de territoire au sanctuaire de la Branda. Mais on a trouvé aussi d'autres choses qui ne semblent pas correspondre, ne devraient pas correspondre en fait, à des éléments de terre sacrés, et notamment l'existence d'une très vaste nécropole autour de la Branda, alors que les ensembles urbains les plus proches se trouvent à plus de 15 km. Mylassa est à 17 km, Alinda est à plus de 25 km. Or, on trouve autour de la Branda une nécropole très riche, composée certes de tombes relativement modestes, encore que celle-ci est impressionnante, mais la plupart des tombes sont juste des fosses taillées dans le rocher, mais qui n'en récèlent pas moins un matériel qui souligne un certain niveau social. Donc, il faut abandonner l'idée de paysans qui s'occupaient des fermes du sanctuaire et qui se faisaient enterrer autour du sanctuaire. Cerise sur le gâteau, on trouve au-dessus
du site de la Branda, à une trentaine de mètres au-dessus du site, au-dessus de la terrasse du temple, juste là, une tombe monumentale. Une tombe très impressionnante ici encore, composée de 2 étages, un plan tripartite avec une cour extérieure, une antichambre, une chambre, dans laquelle on note la présence des 3 grands sarcophages de gneiss, une tombe qui avait une élévation également tripartite, composée d'un podium et d'une chambre funéraire et d'une superstructure qui aujourd'hui est complètement détruite, mais dont on a retrouvé la quasi-intégralité des membres architecturaux. Donc une tombe dynastique. D'autres éléments sont tout à fait intéressants dans le territoire de la Branda. On trouve, si on continue à grimper la pente qui porte à la fois le site et cette tombe monumentale, à une centaine de mètres plus haut, on trouve la présence d'une très vaste acropole composée de 11 tours, acropole dont la taille, vous voyez ici, la taille est presque équivalente à celle du centre monumental de la Branda. Mais il ne s'agit pas du seul élément lié à une volonté de défense du territoire, car ici et là, et en particulier le long de cette voie qui menait de la ville de Mylassa jusqu'au site de la Branda, on trouve une série de fortifications, certaines très simples, une tour isolée, d'autres, comme vous avez ici l'exemple, beaucoup plus complexes, composées de bastions et qui pourraient s'apparenter à des tétrapiergas. Ces éléments défensifs, on les retrouve même aux frontières même du complexe architectural. Lorsque nous avons procédé à la fouille des bains romains qui se situent à l'entrée du site ici et qui datent, disons, qui débutent autour du 1er siècle après Jésus-Christ, nous avons remarqué que en fait, ces bains étaient installés à l'intérieur d'un bâtiment beaucoup plus ancien qu'on dessine ici sur le plan. On devrait pouvoir compléter le plan assez rapidement, et qui est caractérisé donc par un mur tout à fait massif et très typique des constructions de fortification. Donc effectivement, si on regarde l'ensemble de ces éléments, et je ne vous fais pas la liste de tout ce qu'on a trouvé, on a découvert un peu plus de 150 sites autour du site de la Branda lors de notre prospection, nous avons une bonne idée du caractère double en fait de ce territoire de la Branda, et singulier. Maintenant, essayons de regarder de l'autre côté de l'échelle. Essayons de déterminer ce que pourrait être le sanctuaire de Zeus Labrandos. Alors, pour un sanctuaire, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments, un autel, un temple, bien sûr, et éventuellement donc un mur de péribole qui va permettre de définir une limite entre l'espace sacré et l'espace profane. Et dans le cadre, disons, d'un sanctuaire aussi connu que celui de la Branda, on s'attendrait à trouver donc une porte monumentale, un propylée. Le problème ici, c'est que nous avons effectivement donc le temple et l'autel, ça c'était pas très compliqué à trouver. Le problème, c'est que nous avons 3 portes monumentales. Et donc ça ne nous aide pas. Donc il faut essayer de définir un peu mieux les caractéristiques. Alors nous avons eu l'idée en fait de reprendre le matériel épigraphique qu'on avait découvert, enfin qui a été découvert depuis 70 ans de fouilles, et parce que pour certaines des pierres qui portent ces inscriptions, nous connaissons leur position originale. Donc quand les positions originales étaient connues, nous avons décidé de les replacer sur le plan. Et nous avons 4 types d'inscriptions, des inscriptions qui sont ces fameuses dédicaces architravales, les dédicaces de Mausolre, d'Hydrius. Nous avons d'autres dédicaces, même plus tardives, des textes qui correspondent aux archives. Et je vous ai présenté notamment cette lettre d'Olympikos qui avait été gravée dans le marbre, mais nous avons aussi 2 autres types de textes, et là qui concernent directement le sanctuaire, à savoir d'abord en fait, des textes qui définissent la réglementation au sein du sanctuaire, et tout ce qui a trait aux donations au sanctuaire, et ensuite des textes honorifiques qui précisent
que les textes devront être affichés dans le sanctuaire de Zeus Labrandos. Et si on répartit ces 4 types de textes sur l'ensemble du site de Labranda en fonction de leur position originale, on s'aperçoit qu'en fait, tous les textes qui concernent directement le sanctuaire de Zeus Labrandos et qui mentionnent explicitement qu'ils doivent être affichés au cœur du sanctuaire de Zeus Labrandos et non pas à Labranda, eh bien, se situent sur la terrasse du temple et nulle part ailleurs. Nous concluons l'hypothèse suivante, que, en fait, ce sanctuaire de Zeus Labrandos, ce n'est pas Labranda. Ce sanctuaire de Zeus Labrandos, il doit être limité à la terrasse du temple. Et nous avons donc, en négatif, le topos. Le topos qui n'est ni le territoire, ni le sanctuaire. D'accord ? Mais qu'est-ce que c'est que ce topos ? Pour l'instant, ça ne veut pas dire grand-chose. Alors, regardons précisément ce que nous avons dans ce topos. Alors, vous connaissez bien le site maintenant. On a des portes monumentales, 2. Nous avons un escalier très impressionnant, un escalier cérémoniel, 15 mètres de large, 12 mètres de haut. Toute une série d'andrones, donc un lieu où les gens se retrouvent pour un symposium. Une tombe dynastique, des éléments de défense, au cœur, enfin à la limite même de ce topos, un certain nombre de dédicaces royales, satrapales, dynastiques, qui associent systématiquement le satrape et le dieu. Je vous rappelle, Mausolée dédie ce bâtiment à Zeus Labrandos, Idrieus dédie ce bâtiment à Zeus Labrandos, où on a vraiment une association très étroite entre le dieu et le satrape. Et bien entendu, ces fameux andrones de Mausolée et d'Idrieus, qui sont les pièces emblématiques de ce puzzle, puisque sur la restitution que nous faisons, ici vous voyez une belle restitution du site, puisque vous voyez que ces bâtiments étaient bien plus importants en dimension, en taille, en hauteur, que le temple lui-même. C'est-à-dire que si vous visitiez Labranda au IVe siècle, autour de 350 avant Jésus-Christ, les premières choses qui vous auraient tapé dans l'œil n'auraient pas été, en fait, le temple, mais ces 2 énormes andrones. Alors, existe-t-il des sites qui pourraient nous aider, des sites qui réunissent les mêmes types d'éléments, qui disposeraient des mêmes caractéristiques ? Eh bien, il en existe au moins un où on trouve donc tous ces systèmes de fortification, on trouve de grands escaliers cérémoniels, on trouve un site qui est dominé par des tombes dynastiques, ou au moins une tombe dynastique, et un site dont les murs portent systématiquement une représentation, à la fois écrite mais figurée aussi, du dieu et du roi qui rend hommage au dieu. Ce site, vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit du palais de Persépolis, où on retrouve chacun des éléments que nous venons de mentionner pour Labranda, y compris notamment les grandes salles de réception. Donc, qu'était-ce Labranda ? Labranda semble en fait s'apparenter à une sorte de palais qui aurait été construit en utilisant un vocabulaire architectural grec, mais à partir d'une syntaxe perse. Une espèce de palais hybride auquel on aurait rajouté certains éléments typiquement grecs, comme le sanctuaire, par exemple, un modèle qu'on retrouve en fait une décennie plus tard, pas très loin, au niveau de la royauté, au cœur de la royauté macédonienne. Et si vous lisez le texte qui a été rédigé par Contaridi, qui est la personne qui a fouillé ce palais, eh bien, la description que cette personne fait du palais de Philippe en Macédoine correspond tout à fait à la description que nous pourrions faire
du palais de Mosol et d'Hydrius à la Branda. Maintenant, la question, c'est de se poser la question du mobile. Pourquoi les Cariens ont-ils cherché à élaborer un site tel que la Branda et à lui donner de telles caractéristiques? Alors, avant l'avènement des Hécatomnides, je vous rappelle que la Carie se composait d'une mosaïque de principautés organisées autour de petites communautés montagnardes, chacune placée sous l'autorité d'un dynaste local. La conquête perse, à partir du milieu du VIe siècle avant Jésus-Christ, ne semble pas avoir eu, ou n'avoir eu que très peu d'effet sur cette organisation géopolitique. Cependant, lorsque Hécatomnos, lui-même dynaste de Mylasa, fut élevé au rang de satrape, donc au tout début du IVe siècle avant Jésus-Christ, une large frange de l'élite carienne s'opposa parfois même avec véhémence, avec violence, à la pénétration de cette autorité perse qu'annonçait une telle décision. Et je vous rappelle les quelques textes qui mentionnent des attentats ainsi que des complots et des tentatives de meurtre dirigés contre Mosol et sa famille, et notamment à la Branda. Et ces attentats, j'insiste sur le fait qu'ils sont datés des années de Mosol, et à une époque où les Hécatomnides sont en charge depuis plus d'une trentaine d'années. Donc c'est une contestation profonde et durable auxquelles ils ont dû faire face. On comprend dès lors que l'autorité des Hécatomnides, qui s'étendait non plus sur la seule communauté de Mylasa, mais sur la Carie tout entière, ne fut pas, loin s'en faut, perçue comme naturelle au sein de l'élite des communautés cariennes. Or, si l'on analyse chacune des actions des dynastes, on constate qu'elles traduisent une volonté systématique de transformer la société carienne en profondeur, et notamment en s'efforçant d'abolir toute trace des anciens pouvoirs locaux, probablement alors contestataires. Ainsi, lorsque les Hécatomnides fondent ou refondent les cités cariennes et les transforment en polices, en déplaçant souvent une grande partie de la population, ils agissent comme de nouveaux patrons fondateurs et bienfaiteurs, et rompent ainsi avec les lieux d'habitat traditionnellement liés au pouvoir en place depuis des générations. Lorsqu'ils dotent ces cités d'institutions locales dont ils garantissent la pérennité, ils permettent aux populations de s'affranchir des anciennes autorités. Et dans une certaine mesure, ils leur offrent une certaine liberté politique, inédite. Lorsque Hécatomnos, puis Mosol, puis Hydrius, puis Pixodaros, imposent un monnayage dynastique commun à l'ensemble de la Carie, ils privent les anciens dynastes de l'expression même de leur autorité. Lorsqu'ils abandonnent le carien au profit du grec, ils abolissent les frontières linguistiques loco-régionales et permettent à la Carie de se positionner dans un monde essentiellement égéen. Lorsqu'enfin ils inventent, diffusent et promeuvent une culture matérielle hybride qui emprunte largement au monde grec et perse, sans n'être pour autant ni grec ni perse, mais proprement carienne, ils développent un même discours. Un discours qui vise avant tout à se débarrasser des oripeaux de l'ancienne élite et à s'en distinguer à tout prix. Un discours qui s'adresse d'abord à un public local plutôt qu'international. Et à cet égard, l'hybridité de la culture hécatomnide et la part d'hellénisation qu'elle exprime notamment à la Branda semblent avoir été l'outil qui permit aux satrapes dynastes de rompre avec les formes traditionnelles des pouvoirs locaux anciens et d'inaugurer une nouvelle forme de représentation de l'expression d'un pouvoir. Et de manière tout à fait ironique, c'est le même modèle qui servira quelques décennies plus tard de fil directeur aux grandes royautés du monde hellénistique lorsqu'elles chercheront à asseoir leur autorité sur les populations anatoliennes. Je vous remercie beaucoup.
J'ai été un peu rapide de 10 minutes, mais on a commencé tôt en même temps. Et j'aurai grand plaisir à répondre à vos questions. Merci Olivier. Je vous rappelle que vous avez des micros à votre disposition sur les accoudoirs de vos sièges. Donc n'hésitez pas d'abord à demander la parole et à allumer le micro, surtout. Est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Tout le monde est convaincu ? Ça ne m'étonne pas. Peut-être une question. Vous vous occupez des fouilles à la Bronda depuis combien de temps, monsieur ? Alors, je dirige les fouilles depuis 2013, mais je participe aux fouilles depuis 2005. Et donc c'est la France qui est en charge avec les... Oui, tout à fait, tout à fait. Et grâce au soutien de la commission des fouilles, dont M. Grimal est le secrétaire général, oui, c'est la France qui fouille à la Branda. Alors, j'ai monté une équipe internationale, il y a plus d'une dizaine de nationalités représentées. Nous travaillons main dans la main avec nos collègues turcs, et notamment en association avec une université turque, l'université de Bilkent, qui participe aussi financièrement à nous soutenir pendant les fouilles. Alors, je crois avoir lu quelque part qu'avant c'était Uppsala, l'université d'Uppsala. comment ça s'est passé comment avez-vous récupéré Alors, comment j'ai récupéré ? C'est une très bonne question. En fait, je n'ai pas récupéré vraiment. Effectivement, le premier archéologue à avoir travaillé à la Branda s'appelait Axel Pearson. C'était un grand archéologue, spécialiste de l'âge du bronze égéen, et il s'intéressait à la Branda à cause de ce culte de la double hache. Et vous connaissez notamment les problèmes qui sont liés à ce culte de la double hache qu'on voit dans le monde égéen, minoen, et il s'était dit, de manière tout à fait logique, allons aux sources de ce culte de la double hache, puisqu'il y a un sanctuaire de la double hache à la Branda, fouillons la Branda, et nous résoudrons toutes les questions que nous nous posons sur cet âge du bronze égéen. Alors bon, malheureusement, il est mort assez vite, il a commencé les fouilles en 48 et est mort en 51, mais puisqu'il était à Uppsala, en fait, Uppsala a pris en charge cette fouille, et même si les fouilles n'ont pas été systématiques et annuelles, jusqu'à très récemment, c'était encore l'équipe d'Uppsala qui m'avait notamment invité à rejoindre leur équipe pour m'occuper en fait de la nécropole des sites, puisque je travaillais à l'époque beaucoup sur les tombes cariennes. Depuis 2000 et l'avènement du parti politique au pouvoir encore aujourd'hui en Turquie, l'archéologie turque a subi de très nombreuses et profondes réformes. Par pragmatisme, en fait, les autorités turques se sont rendues compte du grand intérêt économique surtout, que représentait en fait ce patrimoine archéologique. Et donc, ils n'ont eu de cesse de formaliser et de renforcer la réglementation qui encadre l'activité archéologique en Turquie, et notamment en imposant des périodes de fouilles de plus en plus étendues. Et le jour où nous avons reçu le courrier nous intimant de travailler sur le terrain un minimum de 2 mois, mon collègue suédois, qui est un très bon ami, a décidé de jeter l'éponge en me disant « c'est pas possible, moi je ne peux pas travailler 2 mois ». Et comme à l'époque, en fait, j'étais devenu son bras droit, parlant couramment le turc, ayant obtenu par l'intermédiaire de ma femme la double nationalité, et donc faisant systématiquement le joint entre l'administration de la fouille et les autorités turques, il m'a demandé de reprendre la direction en main. Donc ça s'est très bien passé. Je n'ai accepté qu'à une seule condition, c'est que nous continuions à travailler main dans la main. Ce que nous avons pu faire pendant un certain nombre d'années, maintenant malheureusement il est parti à la retraite, et donc voilà. Mais c'est une transition, c'est une OPA tout à fait amicale qui s'est déroulée à la Branda. D'autres questions ? Oui, monsieur. Oui. Tu prêtes beaucoup de pouvoir donc aux hécatomnies, à Mosol et à Hécatomnos, et beaucoup de réussite dans leur opération dans les tentatives de changer la société carienne. Quels sont
les armes et les moyens économiques, notamment, qu'ils avaient à la disposition pour avoir un tel pouvoir et de tels résultats dans leur tentative de transformation sociale profonde. Alors, je réponds en 2 temps. Un premier élément de réponse, c'est leur position de satrape. Le satrape avait 2 obligations envers le grand roi, et c'est tout. La première, c'était de réunir l'armée lorsque le grand roi demandait qu'on lui envoie des hommes, et la deuxième obligation, c'était d'envoyer l'impôt. Donc le satrape était chargé par l'autorité centrale de réunir l'impôt. Donc c'est une première source de revenus. La deuxième est liée en fait en partie à ces transformations. En refondant ces villes, les Hécatomnides ne se sont pas contentés de reconstruire les villes là où elles étaient, mais elles ont déplacé les populations depuis les pics rocheux vers le fond des vallées. Mosol a également déplacé la capitale carienne de la ville de Mylassa vers Halicarnasse, où il va refonder sa capitale autour de sa tombe monumentale, qui est devenue le mausolée. Et donc, on se rend compte que le IVe siècle est une période de très grande prospérité économique, due notamment à cette réorganisation des communautés et aussi très probablement à cette réforme monétaire. J'ai mentionné en fait l'introduction et l'imposition en fait des Hécatomnides d'un monnayage dynastique sur les petits monnayages locaux qui préexistaient. Ce monnayage dynastique prend, alors ce serait rentrer un petit peu trop dans les détails, mais prend des étalons grecs, et notamment milésiens, que les Grecs connaissent bien et qui vont favoriser les échanges avec le monde grec notamment. Donc, de grandes sources de revenus. Un des auteurs littéraires antiques, et j'ai oublié son nom, mentionne même le fait qu'Hydrieux était l'homme le plus riche d'Anatolie. Donc, ils avaient les moyens de leurs ambitions, et s'il était nécessaire, ils pouvaient un peu pousser la population. Nous avons un témoignage épigraphique qui est tout à fait éclairant. Il s'agit d'une lettre, alors gravée dans la pierre, une lettre de Mosol qui écrit aux Mylasiens en leur disant « Le grand roi est très fâché, il a envoyé ses troupes, elles ne vont pas tarder, il faut que nous réunissions tout de suite une somme considérable pour construire les fortifications. » Or, il n'y a jamais eu de fortification à Mylassa. Donc, c'était probablement un subterfuge, parce que Mosol devait probablement avoir besoin d'un peu plus d'argent que prévu. Donc, on se rend compte qu'ils avaient en fait les moyens de leurs ambitions. Et c'est vrai que quand on regarde cette architecture absolument exceptionnelle de la Branda, c'est très impressionnant. Les études qui portent sur le mausolée d'Halicarnasse montrent les efforts extraordinaires qui ont été consentis par les dynastes, et par Mosol en particulier, concernant les sommes de monnaie absolument extraordinaires qui ont été investies dans l'érection de ce bâtiment. Il y avait une autre... Je vais essayer d'être plus succinct dans mes réponses. Merci beaucoup pour votre exposé. Qu'est-ce qui explique la localisation précise du site? Des sources, une voie de communication ancienne ou d'autres facteurs? Alors, c'est une excellente question, et c'est une question que nous nous posons encore. Nous soupçonnons que la présence de ce rocher tout à fait atypique, soit probablement l'une des causes de l'installation d'un sanctuaire à cet endroit-là. Nous l'avons toujours soupçonné, nous ne l'avons pas encore prouvé. Pourquoi ? Parce que vous avez ici un rocher, alors c'est des rochers qui sont tout à fait typiques de cette géologie particulière de gneiss, mais ce rocher arrondi comme un œuf est brisé en deux, mais de manière très très nette. Un peu comme si on avait coupé ça avec peut-être une double hache. Et au pied de ce rocher, on trouve en fait une source d'eau claire, une source très importante, parce que quand on reprend les mentions de la Branda chez les auteurs anciens,
Plutarque, Élien, etc., ils mentionnent pratiquement tous la présence d'eau claire, de sources importantes à la Branda, notamment avec des bassins où on trouve des anguilles qui portent des boucles d'oreilles en or, etc. Donc l'eau était très importante. Donc la double présence, en fait, de ce rocher tout à fait inhabituel et de l'eau est probablement un des éléments qui permettrait d'expliquer l'implantation d'un sanctuaire à cet endroit. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en fait les sanctuaires extra-urbains, les sanctuaires ruraux, s'implantent souvent sur des anomalies du paysage, qu'on ne s'explique pas ou qu'on ne peut expliquer qu'à travers un geste divin. Et assez récemment, en fait, il y a quelques années, nous avons procédé à un nettoyage juste ici, donc au pied de ce rocher, là, et nous avons découvert pour la première fois depuis 1948 ce que Axel Pearson cherchait, c'est-à-dire des niveaux très anciens, et en l'occurrence des niveaux de la toute fin du Chalcolithique et du début de l'âge du bronze, avec notamment une construction. On a un très beau mur qui est associé à des niveaux d'occupation de ces périodes-là. Nous n'avons pas poursuivi la fouille, parce que c'est quelque chose qui demande du temps et de la réflexion, donc pour l'instant on a gelé le terrain, mais il semblerait que c'est effectivement tout au moins au pied de ce rocher, que s'est développé pour la première fois en fait une occupation à la Branda. Maintenant, on a beaucoup réfléchi aussi à l'origine du nom de la Branda. Vous vous êtes peut-être rendu compte que je prononce le mot la Branda, mais que dans les dédicaces hécatomnides, il est question de l'Ambraunda, que Plutarque mentionne la Brandena, etc., etc. On a cherché en fait à trouver l'origine du nom qui pourrait permettre d'expliquer la raison de l'implantation. Et il est probable que ce soit un nom de racine hittite qui mentionne le lapras. Le lapras est une plante très endémique. Et le anda, qui est un suffixe tout à fait commun dans ces langages, qui signifie le lieu de. Donc ça pourrait être en fait le lieu de cette plante endémique, rare, qui caractérise en fait cette implantation. Voilà tout ce que je peux vous dire sur ce sujet. Je vais vraiment essayer d'être plus succinct la prochaine fois que je réponds. Oui, merci beaucoup. J'ai deux questions, s'il vous plaît. L'une qui concerne les relations éventuelles avec Alinda. Est-ce qu'il y a, vous avez parlé de Mylassa, mais des relations peut-être conflictuelles, mais entre la Branda et Alinda, est-ce que voilà, il y avait des relations, est-ce qu'on le sait, de quel type? Et puis j'ai une autre question qui concerne plutôt la fonction des andrones. Est-ce que vous avez des éléments sur ce sujet? Et en particulier sur la composition des invités, enfin les gens qui viennent dans l'androne, puisque bon, le terme indique qu'il s'agit probablement d'hommes, probablement de l'élite, des conseillers, je ne sais, mais puisqu'on est sous le regard d'un couple royal, dans les statuts en tout cas semblent l'indiquer, dans la reconstitution que vous proposez, est-ce qu'il y a la présence de la dynaste, et est-ce qu'on peut imaginer des dynastes locales, et je le dis au féminin, qui seraient également présentes sur ces banquettes, malgré le nom d'Androne, évidemment? Alors, concernant Alinda, nous n'avons aucune source épigraphique ni littéraire qui mentionne un quelconque lien direct entre la Branda et Alinda. Par contre, nous savons que la route c'est un élément de réponse supplémentaire à votre question. La route qui permet d'accéder à la Branda depuis Mylassa est un axe routier extrêmement important pour la région, jusqu'à aujourd'hui encore, et nous en souffrons beaucoup. C'est la seule route qui permet de traverser ce massif du Latmos de la côte aux hautes terres de Carie, et qui rejoint ensuite la vallée du Marsyas et la vallée du Méandre. Si vous voulez aller de la côte jusqu'au, disons, la haute vallée du Méandre, il faut faire un tour gigantesque tout autour du relief. Donc cette route est très importante. Et nous savons, parce que la prospection l'a démontré aussi, que cette route ne s'interrompt pas à la
Branda, qui part de Mylassa, mais qu'elle poursuit jusqu'à Alinda. Donc il y a un lien physique au moins qui existe. Maintenant, vous devez savoir, puisque vous connaissez le site d'Alinda, que vers la fin en fait, de la période des Hécatomnides, lorsque Idrieus décède, Ada, sa femme sœur, devient satrape de Carie, et Pixodaros, le petit frère, qui en a marre d'attendre, hein, après les 20 ans de Mosole, après les 3 ans d'Artémisia, puis les 7 ans d'Idrieus, il se dit on ne va pas encore attendre, en plus Ada elle a l'air en pleine forme, ça ne va pas le faire du tout. Et donc il fait un coup d'État, hein, il prend le pouvoir, il s'empare du pouvoir et il envoie Ada, il exile Ada sur le site d'Alinda. Et on estime que c'est à partir de cette période que la ville d'Alinda, qui est une ville absolument fantastique, hein, archéologiquement parlant, commence vraiment à prendre son essor. Et on estime en fait que Ada, loin d'être dénuée de tout pouvoir, a reconstitué une puissance locale autour de cette ville d'Alinda. Et il est possible que la Branda ait fait partie en fait de cette sphère d'influence autour d'Alinda. Mais pour l'instant, nous n'en savons absolument rien. Et j'ai répondu en partie en fait à votre deuxième question. Les Hécatomnides avaient cette particularité tout à fait unique d'épouser leurs sœurs et d'associer ces femmes au pouvoir. Je vous rappelle la toute première diapositive, ou une des toutes premières diapositives que je vous ai montrées. Il s'agit d'un décret de proxénie en faveur des Cnossiens. Un décret de proxénie, c'est quoi? C'est une loi qui décide que telle ou telle personne, ou ici en l'occurrence telle population, est déclarée amie et sera donc protégée par la personne qui prend le décret. Et le décret, en fait, n'est pas pris par Mosole, il est pris par Mosole et Artémisia. Et ce décret, qui a une formulation tout à fait grecque, dit il a plu à Mosole et Artémisia de prendre la décision. Donc, on le voit, il y a une association de facto du pouvoir entre le couple, enfin entre la partie masculine et féminine du couple. Et nous savons aussi que lorsque Mosole décède, Artémisia tient le poste de satrape. Et donc, par extension, nous ne pouvons pas ne pas imaginer que les femmes n'aient pas été associées au repas pris en commun au sein de l'Androne. Il est fort probable qu'on y trouvait au moins le couple de satrapes. Après, il est très compliqué de formuler des hypothèses sur les autres convives. On imagine que les autres convives devaient en fait devaient représenter d'une manière ou d'une autre ces communautés cariennes et donc appartenaient probablement à une frange plutôt élevée, disons aristocratique, de cette population carienne. Maintenant, y avait-il des femmes? Nous connaissons la fameuse Artémisia, l'ancienne, pas l'Artémisia de Mosole, la fameuse Artémisia d'Halicarnasse, hein, qui était dynaste d'Halicarnasse, qui avait levé une armée aux côtés du roi perse, hein, contre Athènes notamment, et on imagine que parmi ces communautés, il devait y avoir des dynastes, féminins, et qui devaient peut-être aussi participer à ces symposiums. Une chose cependant qui est ennuyante dans cette réflexion et pour laquelle nous n'avons pas de réponse, c'est qu'on remarque que chaque satrape, chacun des satrapes hécatomnides a frappé monnaie, sauf les femmes. Nous avons des monnaies pour Hécatomnos, Mosole, Idrieus et Pixodaros. Nous n'avons aucune monnaie qui aurait été frappée au nom de, alors peut-être qu'elles ont frappé mais pas en leur nom, mais au nom de Ada ou au nom d'Artémisia. Donc on est dans une situation un peu étrange. Elles sont associées, mais pas non plus complètement. Mais en même temps, elles assument la charge de satrape, mais sans frapper monnaie. Tout ça est un peu étrange.
Oui, je vous remercie tout d'abord pour votre très belle conférence et très intéressante. Alors, travaillant à Ugarit, dont la documentation archéologique mentionne l'Aiyawa, bien évidemment, et où nous avons un dieu de l'orage et un culte dynastique, ma question, est-ce que vous envisagez de rechercher les niveaux du bronze récent sur votre site? Est-ce que vous nous avez parlé des niveaux chalcolithiques ou du début de l'âge du bronze? Est-ce qu'il y a des perspectives concernant des niveaux du bronze plus tardifs? Alors, nous souffrons énormément de ces grands travaux hécatomnides qui ont gommé en grande partie les vestiges de bâtiments plus anciens. Maintenant, en plein cœur de la pandémie, en 2020, l'été 2020, on s'est retrouvé dans une situation un peu étrange puisque nous avions le budget pour fouiller, des problèmes pour voyager, et donc j'ai réorganisé la fouille complètement et j'ai investi la quasi-intégralité du budget dans une prospection archéométrique sur le site de la Branda et notamment sur ces grandes terrasses au centre du site. Et ces prospections magnétiques, électriques, ont révélé un certain nombre de vestiges enfouis, ce qu'on pensait tout à fait inimaginable, puisqu'on a toujours estimé qu'à l'époque d'Hérodote, la Branda, c'était un tout petit site. Donc, il y a espoir de retrouver des niveaux. Mais je pense que si nous souhaitons chercher des niveaux qui datent de l'âge du bronze, il faut revenir au pied du grand rocher en priant que ces niveaux aient échappé en fait aux grandes manœuvres hécatomnides. Alors, comme je vous le disais, nous avons mis au jour un mur qui date de la toute fin du Chalcolithique et on peut espérer en fait une absence de solution de continuité depuis, pourquoi pas, le tout début de l'âge du bronze jusqu'aux périodes, disons, classiques, hellénistiques. Ayant conscience de l'importance de la question, je ne souhaite pas, moi, fouiller cette partie du site. Je ne suis pas un spécialiste de cette période, ni de ces vestiges, et je connais mes limites. Et donc, je cherche à monter une équipe de spécialistes pour commencer à s'intéresser à ce secteur en particulier. Et voilà, avec un peu de chance, nous arriverons à trouver la pièce du puzzle qui manque entre le Chalcolithique et les périodes plus récentes. Le Chalcolithique, c'était une période très très riche pour la région. Je ne vous l'ai pas montré parce que ça sortait du cadre de cette présentation, mais nous avons trouvé de très très belles collections de peintures rupestres du Chalcolithique tout autour de la Branda. Donc il y avait une population déjà bien installée dans la région, et il n'y a pas de raison pour qu'elle ait abandonné puis qu'elle y soit revenue. Voilà. Inch'Allah, comme on dit en turc. Si jamais vous trouvez de très bons archéologues spécialistes du monde hittite, nous sommes preneurs en Anatolie aussi. Bien écoutez, je vous remercie. Il nous reste à remercier notre conférencier qui, je crois, nous a montré toutes les facettes. Il a commencé par une allégorie policière. Nous l'avons vraiment vécu, bravo. C'était absolument passionnant et magnifique. C'est l'archéologie comme on l'aime, qui met en œuvre tous les moyens à sa disposition. Merveilleuse utilisation du terrain. Donc nous allons le remercier et je vous donne rendez-vous, en vous souhaitant bonne fête, bien sûr, si la situation le permet, le 10 janvier. Et là, nous changeons de décor, nous irons à Samarcande. Donc là aussi, c'est un grand site mythique. Encore une fois, merci. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci.